Salut tout le monde, je m'appelle Shamwil, bienvenue sur Indigène Civilisé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'analyse et la critique du mode de pensée de certains militants panafricanistes et afrocentristes. Cet épisode est la partie 2 d'une vidéo que j'ai mise en ligne la semaine passée. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous conseille vivement d'aller la voir. Histoire d'avoir plus de contexte pour cette partie 2, je vous laisse le lien en description. Alors, dans la vidéo précédente, je reprochais à certains militants panafricanistes et afrocentristes le fait qu'ils sont plus souvent dans de la propagande anti-occidentale que dans l'analyse et la compréhension des phénomènes historiques et des rapports de force géopolitiques qui agissent sur le continent africain. Je leur reprochais aussi le fait qu'ils n'ont jamais effectué un travail anthropologique d'analyse et de déconstruction des cultures et des traditions africaines afin de pouvoir les reconstruire par la suite et les adapter au mode de pensée actuel. J'ai pris l'exemple du discours panafricaniste qui n'a pas changé depuis près d'un siècle. Dans le discours des activistes contemporains comme Kémy Séba, Nathalie Yambe et bien d'autres, on retrouve presque mot pour mot tous les vieux discours du panafricanisme originel. Je ne veux pas me mettre à tous les citer ici. C'est, vous savez, les discours presque inaudibles sur l'unité africaine. Ce sont les discours autour de l'humiliation de Noirs, de l'expropriation des terres en Afrique, de l'exploitation, de la persécution, etc., etc. Et la question de l'unité africaine est d'ailleurs une question assez intéressante. C'est le rêve qu'avait Kwame Nkrumah dans les années 40. Et aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, c'est le même rêve que portent des personnages comme Kémy Séba et Nathalie Yambe. Ils veulent unir les peuples africains alors qu'on sait que l'Afrique n'a jamais été aussi désunie et tourmentée qu'elle est à présent. J'en veux pour preuve l'immigration massive des populations africaines vers les pays occidentaux. Pays occidentaux que les activistes afrocentristes passent tout leur temps à critiquer et à diaboliser auprès des populations africaines. Alors oui, je ne nie pas que l'Occident a d'innombrables idées et pratiques que l'on pourrait questionner. Idées et pratiques dont on va d'ailleurs parler ici sur cette chaîne le moment venu. Et je ne nie pas non plus que les problèmes dénoncés par les premiers panafricanistes existent encore aujourd'hui en Afrique et ailleurs. Mais un néo-panafricaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait l'anthropologie de sa propre culture et de sa propre tradition, quelqu'un qui est dans l'examen des patrimoines culturels africains que dans la réaction et l'immédiateté de la colère, cette personne-là se serait déjà rendu compte de cette évidence qui crève les yeux. Le fait qu'aujourd'hui en Afrique, les peuples souffrent plus des troubles internes que de la mainmise occidentale. Auparavant, l'Occident devait envoyer ses émissaires sur le terrain en Afrique pour s'assurer que les affaires se passaient bien. Mais aujourd'hui, les gars ne se cassent même plus la tête en cas. Ils savent que les peuples africains vont s'occuper des affaires à leur place et que eux vont débarquer en Afrique comme des gendarmes sur une scène des crimes et constatent que les criminels ont foutu le bordel partout et que eux, en bon enquêteur, vont séquestrer tous les objets incriminés et punir le soi-disant responsable du crime. Et ce, sous les regards indifférents et parfois jouissifs de ses frères et sœurs des tribus et des nations voisines. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire et de la Libye, pour ceux qui la connaissent, en est bien un témoignage. Certains y voient de la cruauté néocolonialiste occidentale, mais moi j'y vois un rapport de force déséquilibré et de l'incapacité du côté africain et panafricaniste de faire face aux enjeux du 21e siècle. Et les enjeux du 21e siècle, ce n'est certainement pas de l'activisme agressif et réactionnaire. Ce n'est pas de l'agitation militante dans les rues de Bamako, de Dakar ou de Ouagadougou. Tout ça était à la mode à l'époque de Sankara, de Lumumba ou de Kwame Nkrumah. Mais ce mode de vie qui consiste à pousser des cris de combat contre un soi-disant ennemi commun occidental est désormais complètement dépassé et démodé. Les enjeux du 21e siècle, c'est évidemment l'éducation, la recherche scientifique, l'entrepreneuriat, l'innovation, les conquêtes spatiales, etc., etc. Aujourd'hui, des pays comme la Chine imposent leur présence au niveau international avec des technologies d'influence et de contrôle psychologique comme TikTok. Mais ce dont nous autres sommes capables de présenter au monde entier, c'est les conflits au Soudan, les djihadistes au Mali, les tensions entre anglophones et francophones au Cameroun. C'est une incapacité à assurer une transition du pouvoir démocratique entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara en 2010 ou entre Macky Sall et Ousmane Sonko aujourd'hui et dans bientôt. Ce que nous projetons à la planète tout entière, c'est des attentats et des coups d'État partout dans le Sahel. Selon moi, ce mode de vie politique est complètement obsolète et dépassé. Vous y voyez une ingérence occidentale, oubliant que même des pays occidentaux comme la France ou l'Italie subissent des part et d'autre l'influence et l'ingérence des États-Unis et de la Russie
dans leur vie politique. Mais les citoyens de ces nations, de ces pays ne se mutinent pas pour autant. Alors que les jeunes de la Silicon Valley développent des intelligences artificielles comme ChatGPT ou des voitures autonomes comme le Cybertruck de chez Tesla et même des fusées pour aller coloniser la planète Mars, nous, jeunes de la vallée du Nil, passons encore notre temps à se quereller sur la possibilité d'avoir 3 ou 4 femmes. Tout ça, selon moi, ce sont des querelles médiévales. On se demande encore si oui ou non la jeune fille du village doit aller à l'école. Oui, bien sûr qu'elle doit aller à l'école. Vous savez, dans son livre Sapiens, brève histoire de l'humanité, l'historien israélien Yuval Noah Harari explique quelque chose qui, moi, me choque agréablement et me pousse à réfléchir. Harari explique que la rencontre entre l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal a été une rencontre qui a porté à l'extension du Néandertal. Avec ce que font les activistes afrocentristes aujourd'hui en Afrique, moi, je me dis que probablement le Néandertal a passé tout son temps à invectiver l'Homo sapiens, oubliant de s'adapter à son environnement et de préparer son espèce à l'évolution et aux transitions historiques qui les attendaient. Je pense que la rencontre entre Européens et Africains pourrait se terminer de la même façon. Ça prendra certainement des milliers d'années, mais si les peuples africains ratent le train de l'évolution qui les attend encore, mais pas pour longtemps, mais qui les attend encore à la gare, c'est-à-dire le train de la recherche en intelligence artificielle, la robotique, la génétique moléculaire, les neurosciences, les sciences cognitives, etc., etc. Moi, je pense que l'Homo africanus risque d'être le Néandertal de demain. Aujourd'hui, l'Inde peut se vanter de ses fils comme Sundar Pichai, actuel CEO de Google, ou comme le premier ministre britannique Rishi Sunak, lui qui est né au Royaume-Uni et qui a su exploiter cette chance d'être né dans un pays où l'on peut avoir une éducation digne de ce nom, un pays où l'on a la possibilité de devenir quelqu'un et de donner une bonne image à sa famille et à son peuple d'origine. Mais nous, peuples africains, qu'est-ce qu'on a? Des personnes comme Kemi Seba et Nathalie Yamb qui ont fui ce champ des possibilités qu'est l'Occident pour aller agiter les foules en Afrique, alors qu'on sait qu'ils auraient pu mener une bataille intellectuelle et politique beaucoup plus utile aux peuples africains à partir de l'Occident, si seulement ils avaient eu les capacités d'un Rishi Sunak. Des chercheurs occidentaux vont faire les fouilles archéologiques en Afrique pour essayer de comprendre l'histoire africaine et avec elle l'histoire du monde entier. Et nous, peuples africains, qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond qu'ils nous cachent notre histoire, comme l'a insinué récemment Gims sur We Hustle. Alors qu'on sait que la meilleure façon de cacher un truc à un noir, c'est de le marquer dans un livre et que l'enfer, c'est toujours les autres. Et la chose curieuse est que si ces autres ne vont pas faire les fouilles archéologiques, personne ne les fera car on est trop occupé à faire de l'anti-occidentalisme primaire et à guerroyer les uns contre les autres dans des conflits ethniques de la Libye jusqu'en Afrique du Sud. Et quand ce n'est pas les conflits et qu'on a un peu de ressources financières, en consumériste forcené, on est trop occupé à s'acheter des grosses bagnoles et des Rolex au lieu d'investir dans l'éducation, d'entreprendre et d'innover pour garantir un salaire minimum à tous ces jeunes qui fuient les nations africaines pour aller trouver la mort en Méditerranée. Aujourd'hui, il y a comme une sorte de crispation autour du discours sur l'Afrique. On a tellement taxé les gens de racisme et de xénophobie que plus personne ne veut parler des peuples africains. Et là, je pense que les militants panafricanistes et afrocentristes ont trouvé le meilleur moyen d'asphyxier le continent africain en l'isolant du débat intellectuel international et du reste du monde. Alors qu'on sait depuis Barack Obama, Christian Taubira et maintenant Rishi Sunak que les Blancs s'en foutent de votre couleur de peau et de vos origines. Ils veulent juste avoir des personnes compétentes avec qui collaborer. Vous savez, dans son essai Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie nous dit que les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Avec cette punchline, le jeune ami de Montaigne souligne de façon élégante l'idée que l'habitude n'excuse pas les mauvaises habitudes. Moi, je dis que la souffrance ne donne jamais le droit de mal faire. La souffrance n'est pas une excuse aux actes extravagants. Ce n'est pas parce qu'on naît et qu'on grandit dans la souffrance qu'il faille se laisser aller à l'agitation, la réaction, l'immédiateté et l'émotion. Tout ça ne fait que confirmer ce que disait d'ailleurs Léopold de Sédar Senghor lorsqu'il affirmait que l'émotion est nègre, comme la raison est hélène. Moi, je pense que plus on souffre, plus on doit s'élever spirituellement. C'est le principe de base, le présupposé fondamental de toutes les religions et spiritualités, de l'hébraïsme jusqu'à l'islam, en passant par le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme, le taoïsme, etc., etc. D'un point de vue évolutionniste, plus on se rapproche du bord de l'abîme, plus nos marges d'erreur et de manœuvre se réduisent. Du coup, nous, peuples africains, devons nous activer massivement pour sortir l'Afrique de sa stagnation culturelle et politique et de sa crise
crise identitaire. Adoptons un esprit critique vis-à-vis de l'histoire africaine et surtout essayons de voir la réalité en face. Personne ne nous déteste, c'est juste que nous sommes incapables de nous adapter à l'époque et son histoire et aux défis qu'elle nous pose. Arrêtons d'être impulsifs et immédiats dans nos réactions et soyons raisonnables et rationnels. Réfléchissons tous ensemble à ce qu'on aimerait avoir et voir comme futur pour le continent africain et ne tombons surtout pas dans la facilité qui consisterait à voir dans mes propos une haine contre l'Afrique et ses peuples. Il faut y voir un acte d'amour ultime, le cri d'un jeune qui reproche à tous ses frères et sœurs de n'avoir pas été des frères et sœurs idéaux, d'avoir manqué à leur devoir de protéger leur mère patrie, l'Afrique, cette mère patrie qui, malgré ses défauts et ses manquements, reste quand même notre mère bien-aimée, que nous devons protéger non pas par de l'agressivité immature et le dégueulis verbal sur les réseaux sociaux, mais à travers la raison, l'étude et la compréhension des enjeux du 21e siècle. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je sais que certains d'entre vous vont réagir à mes propos avec de l'émotion et que d'autres vont faire appel à leur raison. Dans tous les cas, je lirai bien volontiers vos états d'âme dans les commentaires et d'ici là, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Indigène civilisé.